Donc, c'est celui-là. Donc, d'abord, d'où cette résine? Pourquoi cette résine? Donc, Christian a bien déjà expliqué la raison. Une résine donc, qui est polyvinyle, donc de l'eau et du pétrole, que j'ai découvert il y a bien longtemps. Au départ, justement, sur le tableau, c'était des petits alvéoles, puis tout doucement, ça a envahi l'espace. Dans ce cas précis, c'est la production de 7 autoportraits en 2001, et donc avec justement l'idée en rapport à un raisonnement de peintre, qu'est-ce que c'est regarder, et le regard, et donc la peur aussi de la cécité, de perdre le regard. Si le peintre est celui qui a l'œil le plus aiguisé peut-être que les autres, peut-être sa grande peur c'est aussi de perdre la vue, et la seule vue, et la voie rectilienne, donc l'accès au tableau et à la peinture. Dans ce cas-là, c'était justement un rapport à ce que déjà dit Christian, et un rapport à l'onanisme, donc si on parle de masturbation, donc évidemment c'est peut-être fermer les yeux, se bloquer les yeux pour voir mieux. Tout ça pour arriver à une œuvre qui était Molto, Jeunesse liquide, qui a été une commande de la mairie d'Ivry et de service de la jeunesse, justement, du Crélac, le centre d'art. C'était une production de Soleon, qui était placée très haut, et en bas, il y avait une vitrine avec un questionnaire pour les jeunes. C'était assez compliqué parce que moi, ce mot italien, molto, qui veut dire beaucoup, en fait, pour moi, c'est tout ce qui rattache à l'enfance et le jaillissement de l'enfance et de la partie qu'on garde tout le temps, mais aussi mettre en exergue qu'est-ce qui est pour moi l'art. L'art a toujours cette référence à ce mot qui est molto, qui est beaucoup, que ce soit dans le tro baroque, ou dans le tro minimal, ou dans le rien, ou dans le vide. Donc, molto, souvent dans mon travail, même de bijoutier qu'on va voir, il y a des phrases comme ça, des jeux de mots italiens, français ou latins. Je passe à une autre pièce qui était le pain brûlé, pour expliquer rapidement mon intérêt depuis longtemps sur le débordement. Donc, cette résine, non seulement je l'ai mis sur les yeux pour des portraits, ou sur le corps, parce que c'est comme une peau, une deuxième peau, mais là, dans ce cas précis, ce tableau, qui est une photo que j'ai retravaillée, était un travail à l'époque sur les symboles alchimistes. On peut voir le triangle dans la main de la fillette, et le regard de cette figure, finalement, regard vers le bas, où il y a une espèce de trou de meurtrière, où descend la résine. Et en fait, pendant 15 jours d'exposition, j'avais placé un réservoir à l'intérieur du mur, et la résine coulait de la simèse jusque derrière la paroi. Et là, on peut voir le détail. Ça, c'est important de mon travail, justement, d'essayer de contrôler les débordements et les accidents de parcours de travail artistique. Comme on peut voir ici, un projet le plus important, car pour la première fois, je réunissais les 4 disciplines de mon travail, qui sont justement les 4 points dont j'en ai déjà théorisé, comme 4 directions, si vous voulez. Le nord étant le dessin et la théorie, l'ouest, l'orfèvrerie et la technologie, donc ce qui nous intéresse ce soir, le sud de la peinture et la liquidité, parce que quand même on est parti de là, et l'est avec la sculpture, et pour moi de l'ordre de la plastification. Ici on est à Saint-Sulpice, dans le baptistère de Saint-Sulpice. Pendant 1 mois et demi, le baptistère m'a servi comme atelier, parce que j'avais échafaudé cet échafaudage, justement, avec une tonne de résine, où tous les 3 jours, je fabriquais des certificats de liquidité, c'est-à-dire, j'avais demandé au préalable à des collectionneurs de me donner leur certificat de baptême, parce qu'il s'agissait de baptême, c'était un projet sur le baptême, ça s'appelait Baptême une affaire liquide, et il y a eu production d'une dizaine de certificats de liquidité. Là, on voit la vitrine où a été placé le bijou Sarter, que vous allez voir tout à l'heure, ce bracelet qui a généré l'installation, parce que justement, souvent dans mes travaux de bijoutier, c'est des objets qui me servent comme des pinceaux, comme des tournevis, comme des choses comme ça. Là, on voit le certificat, et là, on voit finalement après, par atelier, la production des certificats avant que je les remette au collectionneur. Et on voit la fameuse perte, la limaille de l'orfèvre, dont on parlait tout à l'heure avec Christian.
Donc ce plus-value, pour moi poétique, plus que plus-value économique, là on voit un des certificats, on voit la transparence et on voit le texte et les poussières de métaux. Donc tout ça porte à l'autre projet important aussi, en rapport à le hasard de la nature. Parce que en 99, il y a eu une tempête qui a ravagé la France, si vous vous rappelez bien, et qui a fait tomber pas mal d'arbres. Et donc, moi j'avais mon atelier pas loin, donc c'est pour ça le hasard a fait que je rencontre cet arbre qui était en train d'être débité par les jardiniers. Et cet arbre, ce cèdre immense, était tombé vraiment avec un hasard incroyable, pile poil entre le gravier et l'herbe. Alors, ça tombait bien parce qu'il y a eu un projet majeur avec des artistes, et c'est un des projets plus importants qu'on a réalisé avec mon association, c'était l'incurable mémoire des corps. Ici, on est dans un hôpital de gérontologie, donc un hôpital pour les personnes âgées. Donc j'ai fait un projet, c'est-à-dire j'ai demandé à 70 personnes âgées, en fin de vie, de me donner leur nom. Et sur cette prolongation du cèdre, j'en ai fait donc une arborescence, donc un arbre, donc une sculpture d'un arbre, un arbre de vie, mais aussi un monument aux morts, parce que quelques temps après, en 2006, quand j'ai finalement démonté la sculpture, parce que c'était très compliqué pour la garder, toutes les personnes de l'hôpital étaient décédées. Là, on voit, dans ce cas-là, on voit Huguette Soub, qui était une patiente avec laquelle qu'on a connue aussi. Donc la liquidité, ici, c'est plus de la résine, mais c'est de l'eau. Donc le symbole en rapport à la sémence est différent, mais c'est toujours la fluidité. Porte un autre projet, parce que je suis vraiment intéressé aussi en rapport à l'architecture et à l'espace. Ça, c'est une maquette, comme on peut voir, avec un personnage, donc avec une proportion. Et c'est le projet s'appelle Une étude pour un musée à croissance délimitée. C'est un clin d'œil au projet très connu de Le Corbusier, qui est le musée à croissance illimitée, qui avait une section à escargot, donc à spirale. Et dans ce cas-là, le cas de Corbusier, c'était un projet progressiste. Ici, c'est mon idée un peu si je réussis à faire mon idée de musée et de mon travail, finalement, c'est le temps qui travaille, parce qu'il n'y a plus de production de l'artiste, avec une évolution jusqu'à sa mort, mais c'est le temps même, c'est la production de résine qui coule et qui finalement fige l'espace et qui remplit l'espace, qui peut même coller, qui peut englober aussi le spectateur. Tout ça pour arriver justement à des maquettes d'architecture qui sont le travail le plus maintenant des dernières années. Et là, on voit toujours une référence, cette peau, cette matière qui recouvre, avec la tour totem, qui est une vraie maquette d'architecte que j'ai récupérée, que j'ai à plusieurs reprises pendant 1 an et demi plongé dans de la résine pour me faire devenir l'idée de l'organique, enfin l'idée de la symétrie, de la géométrie de l'architecture, de la pré-architecture, d'une façon aléatoire et avec le temps devient organique, donc se transforme. Tout ça pour arriver à certaines pièces plus ludiques, si on peut dire. Ça, c'est un projet, j'en ai fait plusieurs objets comme ça, avec des maquettes et avec l'idée de faire avec des vrais objets de la société de consommation. Ça, c'est donc une espèce de marche arrière du temps, parce que c'est de chevaux finalement et devient une stalactite. Donc j'ai fait une dizaine de pièces et c'était un jeu de mots, c'était assez ironique parce que ça s'appelle le cauchemar du docteur Colani. Colani étant le grand designer qui a inventé le beer design, il est encore vivant et très vieux, celui qui a fait des dessins et des projets surtout sur des fusées, sur des appareils photo, sur des tables et sur des soutiens-gorge de femmes, sur des fusils, vraiment. Et son idée c'était pour améliorer la vie avec rapport à la capacité dynamique et aérodynamique de l'homme pour finalement ici se retrouve avec un pied de nez parce que le temps devient une stalactite et donc tout sera transformé finalement en stalactite. Tout ça pour dire arriver à un projet important parce que du moment que dans mon travail le dessin est très présent, ça il s'agissait d'un projet pour le showroom des Guzzini à Paris. Pendant 1 an, j'ai fait des milliers de dessins sur les murs
et des phrases. Et comme on peut voir sur la droite, cette espèce de marguerite, en fait, c'est un dessin qui est le dessin d'un pavé, c'est là où les joailliers, les bijoutiers montent leurs pierres avant les sertines. C'est un objet qui est très connu, ancien, et on retrouve dans la bijouterie française. Et sur ce projet, j'ai commencé à écrire des phrases qui ont donné naissance et qui ont été finalement finalisées dans ce manifeste que je vais vous lire, qui dure 2 minutes. Et après, il y aura quelques images de bijoux. Et je dois voir quelque chose d'autre. Si art il y a, le bijou sera l'artiste. Le bijou d'artiste est libéré du corps, il n'a pas besoin de lui. Pas de bijou anatomique, mieux vaut atomique. Tout projet préalablement dessiné doit servir seulement à la prolongation du plaisir, pour une jouissance amplifiée et mentale, mais aussi physique et réelle. Le sens est sous-jacent au contenu. La forme du bijou d'artiste est autarcique, affranchie. Le bijou d'artiste est aussi un outil symbolique qui sert à des ouvrages plus complexes. Le bijou d'artiste ressemble plutôt à un tournevis, à un pinceau, à une canne à pêche. Le bijou d'artiste sert à des installations, constructions, déambulations, excitations. Le bijou d'artiste montre les aspects antagonistes et complémentaires de la vie: beauté, monstruosité, richesse, pauvreté, élégance, vulgarité. Le bijou d'artiste n'a pas le temps, il est atemporel. Le bijou d'artiste est in progress, il peut être travaillé indéfiniment. C'est un chantier ouvert pour le collectionneur, pour l'artiste. Le bijou d'artiste est lié au langage, il est articulé. Le bijou d'artiste mélange les langues en cherchant de nouveaux signifiants. Le bijou d'artiste porté sur le corps n'est qu'à moitié porté. Le bijou d'artiste est la manifestation d'une pensée scélérate. Le bijou d'artiste est la réponse d'un hypothétique philosophe qui ne saurait formuler sa pensée que par les objets, les reliquats d'un monde hétéroclite. Il est formé de plusieurs matières disparates, apparemment incongrues. Le bijou d'artiste est un cyborg archéologique, un contresens de la nature, un être hybride. Le bijou d'artiste est un monstre splendide. Il porte en soi le corporel, l'organique, le mécanique, ainsi que l'or, l'éternité de l'or, du platine et des pierres précieuses. Le bijou d'artiste est exactement le contraire de ce que disait l'orfèvre Viviane Atorum, une caresse. Mieux, une petite gifle métallique et légèrement excitante. Le bijou d'artiste est un outil excrétoire de la nature humaine. Il extériorise la partie psychologique la plus néfaste, la plus troublante, pour devenir parure, parement. Le bijou d'artiste se passe définitivement du rituel lié au corps. L'acte et l'apparition se sont déjà déroulés. Ils sont visiblement présents dans l'aspect même du bijou, dans son être et sa forme. Le bijou d'artiste est si parlant qu'il devient mutique. Le bijou d'artiste peut déclencher des humeurs de mode, mais jamais il n'est accessoire. Il n'habille pas le corps, il est un autre corps, voire même un corps étranger. Le bijou d'artiste est prolifération de vaisseaux spatiaux sur un autre monde. Le bijou d'artiste est une architecture à échelle réduite. Le corps humain est monde, terre, ciel, et le bijou d'artiste est à la fois un regard lilliputien et macroscopique. Le bijou d'artiste excite, titille, stimule l'aspect libidinal le plus caché des êtres humains, afin de supporter ludiquement la vie, pour la réunion des chairs d'assaut. Si l'artiste est un désinhibiteur, le bijou d'artiste est par conséquent l'outil privilégié de notre inconscient pour dialoguer dans un temps et un espace devenu extra large. Le bijou d'artiste est enfin là. Donc voilà, quelques images rapidement. Ici donc le Bastarter, qui m'a servi justement pour le projet que j'ai expliqué tout à l'heure avec Saint-Sulpice, c'était l'objet déclencheur. Donc en même temps, c'est des cheveux, donc c'est mes vrais. À l'époque j'avais des cheveux, donc c'est une dreadlock. La partie centrale en aluminium est une pièce, la moitié d'un élément d'une lampe GD qui sert aux architectes, qui était cassé et que je trouvais intéressant. Donc cet objet, en titane, rubis, s'ouvre, voilà, et dedans, à l'intérieur,
il y a une boussole, donc la référence aux 4 points cardinaux, cardinali, les 4 directions et les 4 disciplines. Voilà, là on voit le bastartel qui pousse les limailles dans le trou, dans la boîte à bas, ça tombait par le tablier et ça se mélangeait d'une façon aléatoire et ça formait des certificats. Ça c'est donc, voilà, une broche, une grande broche, et là on voit vraiment, non seulement vous pouvez voir la partie supérieure, un émail, mais c'est une photo, donc une photo récupérée qui transperce la flèche en plastique, c'est un morceau de jouet. Donc, il y a souvent dans mon travail aussi des parties de récupération, mais c'est l'objet trouvé avec une idée différente, souvent liée au psychologique, et souvent des objets qui m'ont servi dans ma vie privée. Donc là, la résine, la partie basse, on voit la résine, donc il y a eu une tentative de plonger ça dans la résine, mais c'était compliqué pour protéger l'or. Il y a un mélange hétéroclite des matières. Et souvent, l'importance des titres dissipation, donc la dissipation. Ça, la chimère arétile, c'est le bijou en question dont on a parlé tout à l'heure aussi Christian, donc ce serait un peu le pendant, si vous voulez, en féminin de l'égyptien, donc du tableau et de l'Itifalique. Ça, c'était la chimère. Quand j'ai commencé à la réaliser, donc il y avait un fermoir assez classique d'orfèvre en haut. Le central, c'est un repoussé en aluminium, donc un embouti à l'ancienne, mais fait avec l'aluminium. Il y a un fil d'or qui lie la partie, on dirait un morceau anatomique d'un corps, donc on ne sait pas ce que c'est. La pièce qui transperce, c'est une antenne de radio qui m'a servi, une voiture que j'ai possédée. Il y a des parties précieuses, du fer, et à l'époque, en 1987, la partie plexiglas était comme ça, mais je n'étais pas content, donc finalement, si vous voulez, j'ai ouvert la partie centrale, les grandes lèvres, si on pense que c'est un vagin, mais moi je ne suis même pas tellement sûr, et j'ai plongé pendant un an ou deux cette pièce en protégeant les pierres précieuses, comme si c'était une stalactite. Donc évidemment c'est de l'ordre de l'ornement, ça se porte, mais ça reste, voilà. En même temps, souvent dans mes pièces, il y a aussi une vie derrière. Les objets sont souvent la partie précieuse et cachée. Ce qui m'intéresse aussi de détourner les matières. Ça c'est un lien voiture limite, donc un jeu de mots, ça ne veut rien dire. En même temps, c'est un mélange de Armiano chez ces Italiens, Armons-nous. Only seulement, vite, donc c'est avec la courtoisie en allemand, mais aussi, si on en inventé, c'est armons-nous seulement avec le sexe. Donc c'est une grande bataille, une gravure que j'ai modifiée avec l'Oxy Cooper, une très belle perle, mais dommage, on ne voit pas le derrière de la pièce qui est quand même très composée, c'est sur l'idée de la chasse et de la bataille, et en bas on voit la partie basse, on voit les deux vrais... je ne sais pas comment on appelle ça en français. Non, c'est pas cartouche, rien. Douille. Donc le jeu de mots, voilà. Ça c'est une autre pièce, mais on peut dire que ça reprend plus l'idée du bijou parce que c'est quand même un sautoir et un flacon étanche. Et on peut mettre dedans un liquide, on peut mettre un manifeste, on peut mettre un message d'amour pour la personne qu'on aime. Et il y a un aspect phallique sûrement, mais c'est plutôt de l'ordre du végétal. Je pensais plutôt à un pepperoncino, je ne sais pas comment dire en français. Un piment, un grand piment, avec une pointe, une partie précieuse, et une espèce de gaine qui est toujours en argent, mais avec la partie précieuse justement qui est la jade, qui est sertie, où les deux objets se réunissent. Et pour le décalage, évidemment, sur la partie supérieure, il y a une gaine de caoutchouc qui est un objet qui sert pour les voitures. Le titre, évidemment, voilà, Mein Martin, c'est mon Martin, et donc ça peut être double sens, ça peut être un objet qu'on peut penser à un phallus, mais c'est plutôt du moment que la phrase Einfühlung qui est gravée, qui est une phrase de Heidegger, donc ça veut dire l'essence des choses, l'âme des choses, donc voilà. Le titre a été trouvé après, bien, c'était très compliqué. Voilà, là c'est un exemple de bijou
peut dire un peu classique, la partie supérieure, mais qui m'a plu d'immerger dans la résine plusieurs fois. Donc il y a une partie rigide, qui est la partie basse, et cette chaîne qui est dorée, qui est une chaîne de laiton doré qui servait pour les rideaux. Et simplement, ici on voit que la partie précieuse, l'or gris, le saphir et l'or jaune aussi, on ne les voit plus. Ils sont complètement ensevelis par ce trésine, par ce pétrole. Évidemment, pour les spécialistes des bijoux, grand problème pour l'histoire de garantie. Quand on va porter un bijou comme ça à garantie, c'est impossible carrément parce que les spécialistes peuvent te poinçonner l'argent, mais comment démontrer qu'une partie précieuse est recouverte de la résine, ça porte à ambiguïté. Ça, c'est la moutine, qui est une pièce de collection parisienne. Donc, le jeu de mots, la moutine, ça veut dire la petite mouette, ou la grande mouette. Et ici, c'est, voilà, on peut dire la représentation d'un vagin, mais la partie précieuse, justement, est couverte par cette opale et le chaton en or. Et la broche est traversée par la structure même qui après va être la broche en acier, mais la structure centrale est comme une énorme fil avec une finalité phallique, mais la partie précieuse est souvent cachée. Et donc toujours l'idée du négatif et du positif et de la partie droite de cette espèce de grande forme qui est ouverte. Et qui donne, voilà. Alors, quand je dis sur le manifeste que la mode ne m'intéresse pas, mais j'ai eu quand même des entrées, ça c'est une pièce historique parce que ça a été pour un grand styliste italien. Évidemment ça n'a pas marché parce que c'était compliqué. Et c'était à l'origine un pendentif à pectoral qui se mettait comme un soutien-gorge, soit pour homme ou pour femme. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'était que la partie centrale, ça, c'est un calque d'un compte kilomètre d'un Citroën qui m'a appartenu. Donc c'était en aluminium, l'original, dans les années 70. Enfin, moi je l'avais eu dans les années fin 80. Et donc j'en ai fait, donc j'ai réfléchi à ça. Et avec le titre bijou parachute. Évidemment, le parachute n'existe pas, mais ça se porte comme ça. Ils ont essayé aussi de porter devant. Il y a eu une série, mais ça a été tout de suite assez compliqué de montrer, de vendre ça, disons, ce produit pour les grandes marques. Parce qu'ils ne comprenaient pas le titre et même l'objet, ils ne voulaient pas savoir que c'était un calque de compte kilomètre d'un Citroën. Donc finalement, ils m'ont demandé de faire autre chose, mais ça n'a pas marché. Voilà, le travail qui est peut-être plus proche maintenant de mon travail, c'est le travail sur les maquettes. Donc ça, pour moi, elle est comme ça, comme elle est étalée. C'est la Women's House. Donc c'est une grande maquette, enfin c'est une grande broche, on va dire plutôt, mais qui est avec l'idée d'une maquette d'architecture. C'est-à-dire, on peut penser à un modulor, à une grandeur comme la moitié d'un marteau, qui soit à l'auteur d'un homme, et c'est l'idée que la femme, finalement, a sa maison, et qu'elle peut s'envoler sur une autre planète, mais l'objet trouvé ici, c'est évidemment le petit marteau, qui est le marteau de d'orfèvre, et la partie piquante, qui est avec la petite roue, qui sert pour la haute couture pour faire des trous. Voilà, là on la voit comme si elle ouvrait le toit, il y a de la résine, il y a des images qui sont noyées dans le polyester, mais c'est, à mon avis, donner quelque chose de plus pour une broche qui peut être aussi une maquette d'architecture. Ça, c'est encore une pièce qui est dans la collection française, qui est une ancienne pièce. Aujourd'hui, je montre des bijoux qui sont assez anciens, mais qui sont déjà justement entrés un peu dans mon histoire du bijou, surtout en France. Ça, c'était, j'avais ici présent des architectes, mais c'est un clin d'œil à une forme assez gothique, à cet architecte qui est Viollet-le-Duc. Alors, on peut demander, mais pourquoi la maison Viollet-le-Duc? Mais j'en sais rien du tout, c'est simplement cette forme qui s'est bloquée, greffée sur ce partie centrale qui était du plastique et qui est une récupération d'un flipper. En général, à la place du central qui est ça, voilà, la partie qui est repoussée à l'ancienne, j'ai coulé du polyester, donc c'est comme un émail, on croit que c'est une pierre, mais en fait c'est un négatif positif. Il y a une vie derrière aussi, et c'est l'idée que voilà, en échelle, ça pourrait être une construction plus grande. La partie précieuse
et l'émeraude. Et cette pièce, on peut la démonter et ça devient une broche. Donc, broche collier. Double fonctionnalité. Alors là, toujours pour rester avec les architectes illustres, et l'objet trouvé, parce que cette pièce en aluminium, c'est un tressail des années 60 ou 50, je ne sais pas très bien, que j'ai acheté au plus, et que j'ai coupé d'une façon très compliquée, de façon symétrique en deux, et j'en ai fait un grand pectoral. Un pectoral, donc, on dirait un objet de bataille, là aussi, parce que cette forme fait penser à des boucliers, à des objets de guerre, mais j'ai donc un hommage à Jean-Jacques Lequeux, cet architecte, artiste, on va dire, qui a influencé beaucoup de gens après, a posteriori, était le compagnon, enfin, on se rappelle souvent plus Ledoux et Boulet, les artistes visionnaires, mais cet architecte était très connu aussi pour ses dessins, et surtout pour ses dessins érotiques et anatomiques sur les vagins et les pénis. Et c'est très certain que Lequeux a influencé aussi Marcel Duchamp. Et on a presque fini. Et voilà, on voit le détail. On voit le détail. On voit donc cette phrase qui est une phrase qui moi m'a toujours m'a bien intéressé, explication très forcée. Et donc souvent, justement pour reprendre mon explication du départ avec molto, avec beaucoup, explication très forcée peut être aussi un synonyme d'art et de quelque chose qui est de l'ordre de l'exagération. Donc là on voit la photo, l'image qui est un peu comme la censure qui est faite par quelque chose de précieux, donc les diamants qui sont sertis sur de l'or, et le rubis, la tourmaline, on la voit, elle est en haut, donc frontalement on ne voit pas la pierre, mais on la voit derrière. Donc souvent dans mon travail, la partie précieuse est cachée, ou en sémélie, ou mis en exergue sur autre chose. Et où était l'exagération? Exagération? Non, explication. Explication très forcée, c'était dans le sens exagération. C'était une phrase qui était sur ces textes et sur ce dessin. Et par rapport au bijou? Non, c'est un rapport à l'image aussi. Oui, c'est un rapport à l'image, mais à cette phrase, et puis cette phrase qui est quand même faite à la main sur la cire perdue et qui est je ne sais pas, ça m'a plu, et c'est une citation peut-être culturelle, mais c'est d'un autre auteur, donc je ne parlerai pas. Mais en tout cas, si on connaît Lequeux, c'est quelqu'un qui, voilà, je peux, s'il y avait commande aujourd'hui, je pourrais relire et être influencé par l'œuvre de Lequeux sur l'érotisme et sur qu'est-ce qu'est l'architecture, l'érotisme, l'art et la sexualité. Voilà, la dernière pièce, et on a fini après, ça c'est Senza Titolo, Ora Professional, c'est-à-dire j'ai récupéré au Sephora, donc cette boutique, l'empire des sens. Pour moi, c'est la première fois que je suis allé, il y a 15 ans, la nuit, avec grande difficulté, j'ai dormi parce que c'était la première fois et c'était en France, donc ça, je pense que les Français sont très forts, je ne sais pas si le projet est né en France, mais il y avait tous les parfums du monde étaient là. Et j'ai acheté un parfum, mais c'était surtout pour avoir en hommage deux brosses, deux peignes. Il y avait un noir et un blanc. Et j'ai utilisé ce blanc, celui-là blanc, avec l'idée justement déjà, Sephora, il y avait écrit Sephora, j'ai coupé, j'ai fait la flèche, c'est devenu Ora. Ora, c'est maintenant. Donc c'est l'heure professionnelle. C'est maintenant ou jamais, maintenant c'est professionnel. Et finalement, j'ai construit un chaton énorme. Donc, évidemment, cette broche, avec cette broche peigne, on ne peut pas vraiment se peigner, mais on peut se peigner sur la partie supérieure, parce que j'ai reconstruit des dents, mais c'est plutôt de l'ordre pour se gratter le dos, si vous voulez. Et la partie précieuse est inclue dans l'image, dans le chaton central, qui est cette femme qui a ce cri incroyable. On ne sait pas si c'est un cri de plaisir, en tout cas, elle se retourne vers le propriétaire de la broche ou vers quelqu'un. Et la partie précieuse, l'or, c'est la partie qui tombe, qui a un crochet. Avec ça, on peut ouvrir une bouteille de coca, je pense, ou une boîte à sardines. Donc, le côté psychologique qui m'intéresse évidemment dans le bijou, et ça, c'est un bel exemple. Donc voilà,
Donc j'ai mis ça pour ironie à la fin. Attention, bijoux d'artiste. Et ça, c'était un masque que j'avais fait pour un centre d'art avec un masque d'Halloween. Et ça rappelle le cri de Munch et le masque d'Halloween, justement. Mais ce tantimédule, si vous voulez, par sa tête, sort des stalactites qui sont en forme aussi de sexe et tout ça. Donc c'était le carton d'une invitation. Voilà. Comme matière peut-être hétéroclite, comme tout ce qui peut assembler, mais qui a servi à faire le lien et qui a servi aussi du coup à construire et à marquer le temps. Donc du coup, c'est pas une sexualité directe, c'est une sexualité qui contient beaucoup d'autres choses et c'est ce qu'il est venu nous raconter à travers son travail. Est-ce que tu as un commentaire, toi, au final, à faire par rapport à ce que le sexe doit être dans le bijou d'artiste ou une réponse par rapport à ce qu'on avait dit, à la question qui était posée? Et est-ce que ce bijou, il a été porté? Oui, il est porté dans un endroit pas du tout mode et chic ou branché, mais dans une soirée folk, avec des paysans, avec des gens, c'était un 14 août, c'était chez là qui le portait, et je me rappelle pas, c'était évidemment demandé, mais ça, ils n'étaient pas du tout choqués. C'était pas choqué? Non, pas du tout. Ouais. Voilà. Alors du coup, on va peut-être passer la parole à Karine maintenant et surtout au commencer par vous. Esther, donc Masterpieces qui ne vend que des bijoux d'artistes, et moi ce qui m'intéressait c'est quand les clients viennent et qu'on propose ce type de pièces ou d'autres pièces, comment est-ce qu'on emmène vers l'imaginaire de l'artiste alors qu'on a bien vu que souvent des bijoux, il y a beaucoup d'interdits quand même qui restent sur les bijoux. Comment là on va sauter les interdits ou pas? Comment ça se passe en fait, on les saute un peu parce que moi je travaille donc avec des artistes qui ponctuellement vont faire des bijoux. Et du coup, comme on a vu qu'on pouvait aller plus loin finalement dans la représentation sexuelle dans l'art contemporain dans le bijou, tous les bijoux que j'expose ou que j'édite font référence à une œuvre monumentale. Donc quand dans l'œuvre monumentale on parle du sexe, il est logique qu'on puisse le retrouver dans le bijou. Et du coup, ça passe très bien, entre guillemets. Par exemple, si Louise Bourgeois avait fait de Fillette un bijou, évidemment que je l'aurais montré. Après, si un artiste vient me voir avec une proposition de bijou très sexuelle et qui est complètement déconnectée de son travail, pour moi ce sera plus difficile finalement. Il faut qu'il y ait une résonance. Et évidemment avec Faust il y a une résonance, mais pour moi dans son travail il y a plein de choses. Il y a aussi une charge poétique qui est très importante, il y a de l'humour, et donc dans le regard de mes visiteurs ou de mes clients, il y a aussi toutes ces choses-là. Et j'ai des dames et des hommes qui peuvent passer complètement à côté de choses dont vous avez parlé ce soir. Et bon, selon mon humeur, selon ce que je perçois de la personnalité de la personne que j'ai en face de moi, je vais plus ou moins dévoiler et parler de choses. Voilà. Justement, par exemple, Titanic, c'est une pièce importante qu'on vient de vendre. Et une bague, une cliente américaine passe, mais c'est un immense vagin. Le titre Titanic ne renvoie pas au vagin, il y a les lèvres, il y a tout. Mais en même temps. Pardon. Évidemment, j'en ai pas parlé. Une femme américaine très chic. Voilà, c'est un personnage important du monde de la poésie contemporaine des États-Unis, à New York. Donc elle a vu la poésie du bijou. Son mari est banquier, c'est formidable. On les imagine porter ça dans les soirées mondaines américaines. C'est parce que c'est pas si figuratif. Il faut vraiment. Voilà, mais si Michel voyait la bague. Oui, Michel, oui. Voilà, Michel la lirait complètement. Cette fois, il y avait autre chose.
Et bon, moi je suis aussi une marchande, donc je vais... et puis l'artiste aussi a besoin de vendre. Donc si cette femme a préféré voir une fleur, et ben voilà. C'était vraiment la poésie de la forme. En plus, elle avait des mains très longues. La bague est très imposante. Mais je veux dire, c'est pas un contresens. Cette bague, elle a aussi ça. Donc, j'ai pas l'impression de l'avoir arnaquée. C'est pas ça du tout. Hein. C'est que elle y a vu certaines choses. Et moi, je suis aussi parfois naïve. Je ne vois pas du sexe partout non plus. Donc, il y a aussi des bijoux de Faust dont je vois surtout une poésie un peu légère. Voilà. Moi, je dirais que par rapport à ce que je fais à la galerie, c'est pas tant le sujet qui pourrait poser un problème dans mes choix. C'est d'une part, il faut qu'il y ait une référence à voilà, que ce soit justifié artistiquement, et puis ensuite que ça soit portable. Mais je veux dire portable, c'est-à-dire pas trop lourd, c'est-à-dire qu'évidemment un immense pectoral qui vous empêche un peu de marcher, bon, c'est compliqué, c'est pas une œuvre que je vais privilégier, mais ça veut dire que voilà, un petit sexe comme ça, portable, si ça a une résonance dans le travail, je vais l'exposer, j'aurai aucun problème avec ça, et je suis sûre aussi qu'il pourrait trouver preneur. Par contre, si c'est énorme et que voilà, c'est tellement encombrant et qu'on est mal en le portant, ben je vais pas le... Donc c'est quelquefois plus la portabilité que le sujet. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que la vie avec le bijou soit agréable. Alors la portabilité, c'est pas forcément le sujet du musée, et que le musée va peut-être un peu plus loin. Nous, on est très ouverts dans nos acquisitions, tout ça. Bon, on a quelques bijoux à connotation sexuée dans les collections, parce qu'on a par exemple quelques bijoux de Lalique qui ont été donnés par Hélène de Pougy, qu'elle avait acheté en fait pour son amante qui était une riche américaine, qui était surnommée l'Amazone. Et bon, c'est vrai qu'on retrouve le symbole de la chauve-souris, donc il a un caractère, enfin, qui représente l'homosexualité. Bon, après, dans les créations plus contemporaines, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Bon, on a quand même quelques bijoux de Sophie Lagarde, des bijoux qui sous-tendent peut-être un imaginaire lié à une sexualité un peu cachée, quoi, en fait. Et c'est tout. Maintenant, moi, si j'avais à défendre les bijoux de Faust Cardinali, j'élargirais peut-être le propos, en fait. Alors, je sais pas, peut-être.